Ce récit est le livre de la abuela, le livre de la grand-mère, surtout destiné à l'abuela qui est venue de l'étranger pour que ses petits-enfants connaissent un peu l'histoire de leurs aïeux. J'ai donc imaginé cette version du livre de la grand-mère en illustrant le texte avec les meilleures photos que j'avais. Maman, née en 1885, a eu une enfance heureuse au milieu de ses parents et grands-parents. Elle est allée à l'école du village jusqu'à 12 ans. Les instituteurs de cette époque ont laissé un profond souvenir. Ainsi, M. Gilles, très lettré, connaissait son tricastin sur le bout des doigts. Retraité à Montélimar, il menait souvent les élèves de 3e année de l'école supérieure pérégriner à travers les vieux quartiers de Montélimar et nous faisait admirer les fenêtres à meneaux des vieilles maisons et le vieux château féodal transformé en prison avec ses créneaux et ses chemins de ronde. Quelquefois, il nous conduisait hors de la ville. J'ai parlé à Charles du château de Condillac qu'il nous avait fait visiter. Il a voulu à tout prix, au cours d'un voyage en France, Ninette avait quelques mois, voir M. Gilles et visiter le château. Après son certificat d'études, maman est allée passer quelques années chez l'oncle Jules et la tante Bertin à Bourgueil. Elle continua ses études comme externe dans un couvent très chic. Il faut dire que la tante était très snob. Quand l'oncle a fait faillite, elle est revenue à Vallauris et a travaillé à confectionner son trousseau chez une cousine lingère à Grignan. Bientôt, elle fut séduite par l'aspect martial d'un gendarme de Pierrelatte qui fréquentait le notaire de Vallauris, grâce aux recommandations de la comtesse de la Motte de la Basse-Fèvre, son village natal. Ce notaire était l'ami des Valentin, famille à laquelle appartenait ma mère. Le mariage se célébra à Vallauris et les jeunes époux s'installèrent à Pierrelatte, où naquit 2 ans plus tard mon frère Paul. Mon père est né à la Basse-Fèvre le 12 juin 1876, en Haute-Saône. Sa mère, née Marie-Thierry, était la descendante directe d'un des oncles de Jean Thierry, auquel un riche seigneur de Venise, sans enfant, avait légué son immense fortune pour l'avoir servi avec affection et fidèlement comme intendant pendant de longues années et qui lui avait sauvé la vie lors d'un naufrage en revenant d'un voyage en Amérique. Mort sans enfant en 1676, il avait légué son immense fortune à ses frères et sœurs et à ses oncles. Une partie de cette fortune a été utilisée par Bonaparte au cours de la campagne d'Italie, mais l'autre a été rapatriée par le Trésor français. Mais rien n'a jamais pu être récupéré par les héritiers, malgré de nombreux procès qui n'ont jamais abouti. Nous avions souvent la visite des cousins Thierry de Romans, héritiers en puissance au même degré que mon père du fameux oncle Jean Thierry. Les cousins venaient relancer mes parents pour qu'ils prennent part aux réunions et aux réclamations des héritiers pour récupérer l'héritage. Heureusement que mes parents avaient les pieds bien sur terre et ne se sont jamais occupés de cette chimère. Le Trésor français, à ce moment-là, n'aurait pas suffi pour payer la dette. Les héritiers ont été finalement déboutés de leurs prétentions. Les rêves et les ambitions de l'oncle Jules, notaire à Bourgueil, lui ont coûté très cher. La mère de mon père est morte quand il avait 5 ans. Il était l'aîné de 2 jeunes sœurs, Louise et Marthe. Louise épousa un Ragonais. Ils eurent 5 enfants. Nous avions gardé contact avec 2 d'entre eux, Henri, qui était employé à la préfecture de police à Paris, et père d'un fils Claude, et Gaston, commerçant à Servance, marié avec une institutrice, André. Elle s'occupa de Ninette quand elle était à Rougemont, où elle faisait des études d'infirmière. Marthe, la 2e sœur de mon père,
s'est marié à Contre-Église. 2 de ses enfants sont morts de la tuberculose. Il reste Auguste à la tête d'un grand domaine dans lequel s'élève un superbe petit château Renaissance où nous dormions en visite. Tandis qu'eux n'ont jamais quitté la ferme. Les Allemands l'ont malheureusement massacré pendant l'occupation et eux l'ont laissé tomber en ruine. En 1909, mon père a été nommé chef de brigade de la gendarmerie de Pont-en-Royans, jolie petite ville de l'Isère, blottie dans un nid entouré de montagnes. C'est là que je suis né, le 19 avril 1911, 4 ans après mon frère. Un jeudi, je crois, autour de midi, dans une famille modeste et saine et bien équilibrée. Mon enfance fut heureuse, choyée, bien qu'elle s'étalera sur les 4 années de la guerre de 14. Dans cette petite ville, les laitages ne manquaient pas. Le jardin de mon père fournissait légumes et en guise de pain, on mangeait des gaufres faites avec la farine envoyée par la famille de Valory. Une ombre qui durera 2 ans quand mon père fut envoyé à Salonique. Mais maman s'ingénia à ce que, ni affectivement ni maternellement, nous n'en soyons affectés. Une autre grande peine, les 4 dernières années de notre séjour à Pont-en-Royans, fut le départ de mon grand frère pour Saint-Marcellin, où il entra au collège comme pensionnaire après son certificat d'études primaires. Il me manqua beaucoup. Je dus prendre l'habitude d'aller à l'école seul. J'étais si fier de mon grand frère, et lui, il était autant de conduire sa petite sœur par la main. À partir de cette date, ce fut un frère de vacances, époque pendant lesquelles nous étions inséparables. Que de cancans, de discussions, que de jeux et de parties de rire, et que de fatigues partagées en arpentant les chemins autour de Valory, puis d'autres régions, et enfin l'Europe. En 1920, mon père a été nommé adjudant à Givors. J'avais 9 ans. Je regrettais cette charmante petite ville de montagne pour tomber dans une ville industrielle, ouvrière et bruyante. Ce fut un soulagement quand mon frère réussit son baccalauréat et abandonna le collège pour continuer ses études et préparer l'entrée à des grandes écoles au lycée du Parc à Lyon. Ce qui a marqué ma vie à Gisors, ce fut la fréquentation du patronage des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Maman n'aimait pas beaucoup marcher et était heureuse que je puisse faire de grandes promenades accompagnées. Les sœurs m'ont préparé à la première communion. On apprenait à coudre dans ce couvent et on y préparait de jolies fêtes. On y jouait de belles pièces. La dernière avant mon départ a été Esther de Racine. Ma vie religieuse a été orientée pendant cette période. J'y ai fait de bonnes amies qui allaient aussi à l'école secondaire et avec lesquelles j'ai correspondu longtemps. Quand mon père prit sa retraite, j'avais 15 ans. Nous sommes venus nous installer à Valory dans la maison de mes bisaïeuls où mon père, pendant de courts et nombreux congés, faisait et surveillait des travaux de réfection. Agrandissement des fenêtres, pose de parquet, peinture, tapisserie, etc. Moi, j'entrais comme pensionnaire à l'école supérieure de Montélimar en 3e année pour préparer l'entrée à l'école normale supérieure de Valence. Et mon frère, très fatigué par des études, décida de les interrompre pendant 18 mois et de faire son service militaire. Comme il avait été reçu grand admissible à normale supérieure, ce qui lui donnait droit à une bourse importante, il put, après son service
reprendre ses études et préparer ses licences et l'agrégation à Lyon. Il passa le concours brillamment, maths et physique, et fut nommé professeur de mathématiques à Bourges pour 1 an, puis à Lyon au lycée Ampère. La retraite fut une nouvelle vie assez dure pour mes parents, car pour que les histoires de retraite soient réglées, il fallait attendre environ 1 an à cette époque. Dans les greniers du grand-père, il y avait beaucoup de foin, et mon père acheta une vache prête à faire le veau. Il engraissa la vache et le veau, et fit un petit bénéfice. C'était touchant de voir maman battre le beurre et faire des fromages, ce qu'elle n'avait jamais fait. Avec l'arrivée du printemps, ils décidèrent d'élever des vers à soie. La soie était très recherchée, et presque tout le monde élevait des vers à soie à Vallauris. Et voici les 2 grands greniers qui reprenaient le rôle qu'ils occupaient autrefois. Quelle nouveauté pour moi de voir ces vers goulus qui, sans arrêt, grignotaient les feuilles de mûrier en produisant un bruit de pluie. Les derniers jours de l'élevage, qui correspondaient avec les vacances et le retour de mon frère du service, nous virent occupés tous à recueillir la feuille et à nourrir les bestioles. Quand les vers furent très gros et devinrent transparents, quel spectacle! Les voir grimper dans les branches de bruyère que nous avions déposées sur chaque claie, formant des espèces de tunnels, puis les voir s'enfermer chacun dans son cocon. Quelle joie ensuite d'arriver au décoconnage, autre travail de patience qui consiste à retirer les cocons bien propres, sans les nombreux fils qui les rattachaient à la bruyère de chaque branche que mon père distribuait à la ronde. Mon père fit aussi son vin avec du raisin de la vigne hérité des grands-parents. Et ainsi passa assez bien cette année sans pension. L'école supérieure de Montélimar m'a peu marqué. J'ai retrouvé 3 ou 4 d'entre elles à l'école normale sans que nous arrivions à avoir d'autres rapports que ceux de bonnes compagnes d'école. À partir de 1920, tous les ans, j'allais passer 15 jours ou 3 semaines chez mon parrain et la marraine à Rogonas. Je retrouvais leurs neveux et petits-neveux dans la villa de l'autre côté de la rue. Ce furent, à tous mes séjours, mes compagnons inséparables, jeux de cartes, nains jaunes, etc., et de nombreuses sorties avec les Dournois, fervents de l'automobile. C'est ainsi que je connus Saint-Andréol, la mer, Marseille. Et pour la première fois, j'assistais à un film de cinéma parlé. Avec mon parrain, nous sortions avec la jardinière pour aller ramasser les melons aux îles, une grande propriété qu'ils avaient au bord de la Durance, ou pour aller à l'ancien collège de mon parrain, chez les moines Prémontrés. Quel enchantement, cette traversée d'Avignon, encore entourée de fossés et de fortifications moyenâgeuses. Voir le château des papes et ses coteaux provençaux si parfumés par la lavande sauvage, les menthes et de toutes sortes de plantes. En 1928, j'ai réussi au concours d'entrée à l'école normale de Valence, où je suis resté pensionnaire pendant 3 ans. Nous avions une directrice qui faisait trembler tout le monde. La 3e année sortante offrait une fête aux 2 premières années que l'on allait bientôt laisser. Nous avons joué avec beaucoup de succès ces dames au chapeau vert. En 3e année, on faisait aussi un voyage de promo. Nous sommes allés à Aix-les-Bains et Annecy et avons visité les gorges du Fier. À Aix-les-Bains, il fallait reprendre le train pour rejoindre Valence le soir même. Or, 3 amis et moi-même avions cru avoir le temps de nous rafraîchir avec une limonade avant de rejoindre la gare. Où nous arrivons 1 minute trop tard pour voir les feux rouges du rapide qui fuyaient à l'horizon. Avec la directrice que nous avions, c'était tragique. Nous sautons dans un taxi pour essayer de rejoindre le train, ce qui en principe était impossible.
Dans le taxi, tout en fustigeant le chauffeur, nous avons pratiqué l'écuménisme. Nous étions une protestante et des catholiques. Nous nous sommes mis à prier frénétiquement. Les montagnes volaient autour de nous. Les virages nous faisaient tourner la tête. Mais nous arrivâmes à Annecy, le seul arrêt du train juste à la minute où celui-ci allait repartir. Nous y avons atterri à contrevoie. J'ai sauvé la mise avec le billet de 100 francs que j'ai remis au chauffeur. Nous avons trouvé la surveillante affolée, morte de peur et d'angoisse en pensant à la directrice. À la fin de ma 3e année, j'ai préparé le concours pour faire une 4e année à Fontenay-aux-Roses. J'ai appris que j'étais reçu le même jour où je recevais ma nomination d'institutrice à Valory. Quel avantage que de débuter dans mon village où habitaient mes parents. Je réfléchissais aussi que tous les professeurs étaient un peu trop marqués par leurs études et leur profession, pendant que la plupart des institutrices que je connaissais étaient mieux équilibrées et menaient une vie plus normale. Je renonçais donc à la 4e année à Fontenay-aux-Roses pour rester une simple institutrice. J'ai correspondu quelque temps avec quelques-unes de mes camarades de promotion, mais n'ai conservé aucune relation durable avec elles, sauf avec une de mes amies de 3e année, Madame Ballandra, que j'ai retrouvée à la salle sous bois quand j'étais à Valory. Nous nous retrouvions dans son poste, dans le mien ou à Grignan, seul ou avec d'autres collègues. Madame Vernouille, ma collègue de Valory par exemple. Puis, au caprice des postes, chaque fois mieux situés géographiquement, nous nous retrouvions à Montélimar ou à Avignon. Notre amitié n'a fait que se fortifier. Elle est devenue la marraine de ma fille aînée. À l'école de Valory, j'ai eu assez de succès parmi la population. Il est vrai que je ne me suis pas élevé dans le village. Même la mère Clapier, la commère et la vipère du village, qui avait retiré sa fille de l'école 2 ans avant, me l'a renvoyée. Oh, elle a bien dit, il est vrai que si sur les 4 élèves présentés au certificat d'études, si 2 avaient eu une mention, c'était parce qu'elles étaient mes cousines. Malheureusement, Valory était considérée comme un trop bon poste pour une débutante. J'y suis resté stagiaire 1 an. Pendant 1 an, j'ai été encore stagiaire à Donzère et à la Bégutte de Mazac. L'école Petit Palais est située juste en face du château de Paul Loubet, le fils du président de la République, Émile Loubet. Avec ma directrice, qui a été pour moi une 2e maman, nous lui avons rendu visite plusieurs fois. Émile Loubet avait été très ami avec son grand-père quand il était maire, et le fils l'a été de mon père. Ces 3 années passées dans ces postes de choix m'ont permis de ne jamais occuper des postes de débutante dans la montagne à Perpète-les-Oies, comme disait Paul. J'ai enfin été nommé à Piégon, gentil petit village provençal, situé entre Nyons et Vaison. Les coteaux, presque toujours ensoleillés, se couvraient de marjolaine, de lavande, de menthe et de serpollet. Le climat était ce que l'on pouvait trouver de mieux. J'y ai traîné l'école, très belle, avec un coquet appartement au 1er étage au-dessus de la mairie, tandis que la salle de classe, spacieuse et très éclairée, s'étend sur le côté. Le village, où l'on trouve encore, si on se donne la peine de chercher des vestiges romains, est en ruine. Il n'y a plus que la très belle église romane où un prêtre venait encore dire la messe tous les dimanches à cette époque, et le cimetière qui continue à recueillir les défunts. J'ai ensuite demandé le poste de Pierre Latte, où j'ai été nommé. Je me rapprochais considérablement de mes parents et j'étais sur la ligne Paris-Marseille, ce qui est un gros avantage pour quelqu'un qui aimait les voyages, car avec les premiers salaires, ont commencé les expéditions. La plus proche a été celle du Mont Ventoux, organisée avec des collègues de la région, dont
Louisette Rocca, que j'ai connue quand elle a été nommée dans un hameau à 3 kilomètres de Piégon. Nous sommes devenus de grands amis. Nos familles mariées se sont rendues visite. Madeleine Ballandra et elle sont les 2 seules amies avec qui je continue à correspondre, et Louisette est devenue la marraine de Nanou. Nous étions donc partis un samedi de grand matin, un 14 juillet, pour escalader le mont Ventoux. À quelques 100 mètres du sommet, nous avons bivouaqué et passé la nuit roulés dans notre couverture malgré les feux que nous avions allumés. Il faisait très froid. Enveloppés dans nos couvertures, car le froid était intense, nous avions l'air de fantômes dans un paysage lunaire. À 5 heures du matin, nous avons commencé l'ascension pour arriver au sommet au lever du soleil qui est, paraît-il, une chose unique. Enfin, nous rejoignions la route près du sommet dans un brouillard à couper au couteau. Adieu vue et lever de soleil. C'est pendant ma 4e et dernière année à Piégon que j'ai acheté ma voiture, ce qui me facilitait beaucoup mes voyages à Vallauris. C'est cette année-là que je suis allé à Rome avec Madeleine pendant les vacances de Pâques. C'est avec elle aussi que j'ai passé 1 mois à Cannes pendant les grandes vacances. Paul est venu nous y rejoindre après le concours de l'agrégation qu'il venait de passer. C'est au cours de ces années que j'ai pris part aussi avec Paul et une fois avec Madeleine Ballandra et André Merlier au voyage JTT International Tramping Tour, société anglaise qui organisait des voyages à pied, sac au dos, à travers l'Europe. Nous prenions le lunch généralement en pleine montagne avec les aliments que se procurait l'hôtesse et le guide. Le soir, dans les refuges ou au village où nous passions la nuit. Nous avons fait ainsi le Tyrol italien, les Vosges, les Alpes du Sud, l'Autriche et la Tchécoslovaquie. Le voyage en Espagne auquel je m'étais inscrite n'a pas pu se faire à cause de la guerre d'Espagne qui venait d'éclater. Louisette, qui faisait partie d'une association politique et catholique, me proposa de l'accompagner dans un voyage organisé par la Jeune République en Algérie. J'acceptai avec plaisir, d'autant plus de plaisir que je revenais de faire une cure aux eaux bonnes pour soigner ma gorge où Paul m'avait conduite. Nous logions dans un hôtel spécial pour les enseignants et là, j'avais fait la connaissance d'un instituteur arabe, grand diable, sympathique, qui m'avait parlé de son pays que j'eus envie de connaître. Le groupe était très agréable et formé par des gens importants, chefs de parti, professeurs d'université, secrétaires d'État et un membre du BIT, Charles Becker. Ce dernier jeta tout de suite son dévolu sur moi et ne me quitta plus jusqu'à la fin du voyage. Il était apprécié de tout le monde, faisait des discours pittoresques et sympathiques. C'est de ce voyage que nous avons rapporté les tapis arabes et la table de jeu. Au retour, nous avons décidé de nous revoir. Genève et Pierre-Latte, où j'étais alors, sont assez proches. J'avais obtenu un poste à Chalex sur la frontière suisse, dans la zone franche, ce qui nous aurait permis d'acheter tous les produits sans impôt, y compris l'essence pour laquelle il n'y avait pas de contrôle à la sortie suisse pour les voitures françaises, ni à la sortie de France pour les voitures suisses. En voyage en Suisse avec ma voiture et en France avec la voiture de Charles, nous avions l'essence à prix réduit. Mais quand nous décidâmes de nous marier, c'est là que commencèrent les problèmes. Comme étranger, pour se marier avec une Française, il devait avoir un certificat de résidence en France qu'il ne pouvait obtenir car comme fonctionnaire international, il faisait partie du corps diplomatique et n'en avait pas besoin, bien qu'il avait une maison en Savoie. Quand enfin, nous obtenons les permis nécessaires, éclate la guerre et le BIT,
le met en demeure de donner sa démission comme ressortissant allemand. Il s'était lié au BIT avec un diplomate argentin qui le fit nommer professeur à l'université de Cuyo, qui venait d'être créée et pour laquelle on cherchait des professeurs. Muni d'un passeport suisse valable 1 an, avec la promesse de le suivre le plus tôt possible, il quitta ce pays qui lui brûlait les pieds. Il avait offert ses services à la France, qui tarda à les accepter. La Gestapo était à ses trousses, et il craignait des représailles soient prises sur sa famille. Pour qu'il n'ait pas de difficulté avec les chemises noires de Mussolini, un ami du BIT italien l'accompagna à Gênes, où il s'embarqua pour l'Argentine. Enfin, sur le bateau, il poussa un ouf de soulagement. On l'attendait en grande pompe à Buenos Aires. Parmi ceux qui l'attendaient, il y avait le secrétaire général de l'université de Mendoza, ainsi que quelques professeurs. L'un d'eux, Moretti, me raconta qu'il avait fait sensation à son arrivée avec son aspect typique du tourisme européen, avec en bandoulière sur chaque épaule, appareil photo et jumelles et une quantité de bagages. Et ce fut démarche sur démarche pour avoir mon passeport et partir pour l'Argentine. Après l'armistice, nous vîmes enfin arriver mon frère dont nous étions sans nouvelles depuis des mois. L'officier qui commandait son bataillon a eu l'intelligence de mener ses troupes rapidement par des chemins détournés dans la zone non occupée. Donc, mon frère, enfin de retour, son premier mot avait été « je n'ai tué personne », me conseilla d'écrire personnellement à Pétain pour lui exposer mon cas. Charles avait obtenu pour moi une nomination de professeur de français en Argentine, que les lenteurs de l'administration française m'empêchaient de remplir mes obligations avec l'université. 3 jours plus tard, je recevais une lettre du préfet demandant au maire de Vallauris, mon père à ce moment, tous les papiers nécessaires à la rédaction de mon passeport que je reçus dans la semaine. Charles me payait le passage en bateau sur le Cabo de Hornos depuis l'Argentine et en mai tous mes papiers en règle avec très peu d'argent, des dollars bien cachés car il était interdit de sentir aucune monnaie de France, plus une certaine somme que j'avais fait transférer à mes risques et périls par une certaine organisation depuis la France à Bilbao. Je quittais Vallauris et je laissais derrière moi tous les miens, mon pays, pour partir seul à l'aventure. En mai, Paul m'accompagne jusqu'à la frontière de Portbou, où nous dûmes nous quitter. Je subis une visite douanière en règle, les bagages et le corps, et je me débrouillais avec le peu d'espagnol que j'avais pu apprendre à Pierre Latte, avec une des Espagnols de Bilbao que le pays avait reçue après la victoire de Franco. Puis, je pris le train jusqu'à Barcelone, passai la nuit dans un hôtel pour reprendre le train le lendemain pour Bilbao, où je devais m'embarquer. Là, je m'installai dans un hôtel pour un jour ou deux, quand j'apprends que mon bateau devait subir des réparations et ne quitterait l'Espagne qu'1 mois plus tard. Heureusement que j'avais l'adresse des amis de Bilbao, des Espagnols que j'avais connus à Pierre Latte. Vite, j'allais les voir. Je fus reçu les bras ouverts. Il alla chercher mes bagages à l'hôtel, 2 valises et mon sac tyrolien, et m'installèrent chez eux et me soignèrent bien. Mais je ne voulais pas rester à leur charge. L'argent reçu par l'organisation devait me faire vivre quelques jours, mais pas 1 mois. J'écrivis alors à la fameuse cousine Ingrid à Madrid, chez qui je me rendis avec une seule valise. Je tombai dans une maison luxueuse et confortable, où je trouvai néanmoins plusieurs objets, pendules, tourne-disques et disques de Charles. Monsieur Harlandès était un ingénieur qui, avec des moyens de fortune, venait de refaire son usine brûlée par les franquistes, une raffinerie d'huile et fabrique de savon. Grâce à la méthode du troc,
les petits savons étaient des denrées très précieuses et très contrôlées, il arrivait à les échanger contre des matières de grande nécessité, farine, fromage. Autant que je me souvienne, chaque personne avait droit à une tranche de pain par jour et tout à l'avenant. Ils ont été très gentils pour moi, m'ont fait visiter Madrid et ses environs. Charles m'envoya de l'argent à Madrid, ce qui me permit de ne pas être à leur charge. Enfin, mon bateau fut prêt. Je me réembarquai pour Bilbao, où mes amis m'attendaient pour me conduire bientôt au bateau. Celui-ci était surchargé. Voyage sans histoire, sauf les moments de panique autour de l'Espagne. Le bateau allait prendre des passagers, je ne sais plus dans quel port de la Méditerranée. Gibraltar m'a laissé une bien mauvaise impression, avec les feux dardés par les Anglais qui nous aveuglaient et les visites à bord du bateau par des soldats baïonnettes au canon. Après 2 ou 3 jours de voyage, le calme se rétablit et le voyage se termina sans encombre. À Buenos Aires, Charles m'attendait avec, dans la poche de sa veste, 2 alliances qu'il venait d'acheter. La petite boîte, les contenants, intrigua beaucoup les douaniers. À midi, un ménage que Charles avait connu je ne sais où et qui avait fait partie de la Jeune République nous attendait pour manger. Le soir, je trouvai une superbe corbeille d'œillets rouges dans ma chambre d'hôtel. C'était le consul de Zurich qui me les avait fait apporter en signe de bienvenue en Argentine. Le lendemain, nous roulions vers Mendoza. Je passai la nuit au Palace Hôtel. J'ai passé une bonne nuit, assommé par la fatigue du voyage interminable en train. Le lendemain, Charles vint me chercher pour voir la maison rose à Godoy-Croo, qui me plut beaucoup. Mais le parcours me laisse une impression pénible, avec ces petites maisons basses aux peintures dégradées. L'après-midi, nous nous sommes mariés à l'église de Chacras. Et là, commença vraiment l'aventure argentine. Nous avons pu envoyer un télégramme de Buenos Aires en France, nous avons pu correspondre quelques fois, puis ce fut l'invasion allemande de toute la France, et nous sommes restés des années sans nouvelles, jusqu'à la fin de la guerre, à la naissance de Nanou. Puis enfin les nouvelles arrivèrent. Paul s'était marié, et avait un petit garçon, Denis, de l'âge de Boum. 11 jours de différence. C'est ainsi que se terminait le manuscrit de Marie-Louise. Mais je crois qu'il manque un dernier épisode que nous les enfants, Boum, Ninette, Jean-Paul, Francine, Denis, pouvons encore raconter. Car Marie-Louise a toujours eu à cœur de conserver les liens familiaux et au cours des nombreux voyages en France, les cousins se retrouvaient à Vallauris et à Paris avec une joie qui encore aujourd'hui nous fait chaud au cœur. Que de belles randonnées autour de Vallauris, que de jeux, que de parties de rire, que de projets de rester en France, malheureusement toujours remis à plus tard et jamais concrétisés. Pardon, si, Ninette est restée en France faire ses études, et nous en avons bien profité. Mais tout cela est bien loin. Et malgré l'éloignement physique, nos cœurs restent très proches, et nous ne pourrons jamais nous oublier.